imaginé. Messieurs, dames, nous allons commencer, donc je vous prie de nous excuser pour ce retard. Je vais récupérer un programme. En fait, nous avons un mal fou, les débats sont passionnants, et ce qui fait que ceux de ce matin, systématiquement, on prend un peu de retard, qui se retrouve tout le temps décalé. La bonne nouvelle étant que si les gens causent plus le matin, ils causent plus l'après-midi. Nous avons, donc je vais appeler sur scène, il faut que je récupère un programme, je vous demande un instant. Donc je m'excuse aussi auprès des spectateurs qui nous suivent en ligne, vous êtes nombreux à suivre le programme. Donc nous allons avoir un atelier de discussion extrêmement intéressant, puisque nous allons enfin... Catherine Chabot, qui était le grand témoin du premier jour, nous faisait remarquer qu'elle trouvait terrible que pour parler de la mer, on ait autant de juristes, d'économistes et qu'on n'ait pas les capitaines. Donc j'appelle sur scène Amayour Alfaro, Paul Meillat et Dindi Mounou-Tegui, qui sont tous les trois skippers. Et donc, on peut les applaudir. Mais bien sûr, messieurs, dames. Donc, ils sont tous les trois skippers. L'idée étant, bien entendu, après avoir eu autant de témoignages sur le réglementaire, les enjeux, les pollutions, d'avoir un témoignage tout bêtement de ceux qui vivent la mer sur des bateaux à voile. Je pense que vous connaissez l'ensemble de ces célèbres personnages et leur palmarès, mais je vais leur passer le micro un instant. Il y avait Paul aussi. Paul, tu n'étais pas sur le nom? Si, je t'ai cité? Oui, je t'ai cité. Et donc, je vais leur passer le micro un instant pour qu'ils se présentent. Déjà, on va commencer par cela. Bonjour, donc moi je suis le plus ancien, Didier Mondoutegui, j'ai 60 ans. J'ai arrêté de courir en 2004. Par contre, je pourrais vous parler assez bien de peut-être l'évolution de mon sport et l'évolution des pratiques à bord des bateaux sur lesquels j'ai navigué. Bonjour à tous, donc Paul Meillat. Moi je suis un peu plus jeune que Didier. Je viens de commencer en fait, donc il y a 2 ans, carrière de skipper professionnel. Et donc je suis ici en tant que skipper, mais aussi en tant qu'ambassadeur de l'association Surfrider. Donc voilà. Egunon Deneri, bonjour à tous, Amayour Alfaro. Et voilà, j'ai pas mal fait de régates aussi depuis 1999. Et Valérie Gavois va nous permettre d'animer cette discussion. L'idée, c'est de confronter, donc, je ne sais pas si je dois dire 3 générations, mais en tout cas 3 personnalités différentes de skippers. Dans les ambassadeurs de Surfrider, il y a aussi des skippers femmes. Il y en a une qui vient de démater, donc on a surtout des hommes sur la scène. Je vais passer la parole donc à Virginie, c'est cela? Valérie, je vais y arriver. Et donc, on va essayer d'avoir le point de vue d'acteurs qui sont dans une approche de la mer qui va être extrêmement complémentaire de celle qu'on a jusqu'à présent. Alors on va passer, bonjour à tous, tout d'abord, on va passer 1h30 ensemble. Je vais vous présenter un petit peu le déroulé de ce débat. On va d'abord écouter le témoignage de nos 3 skippers qui sont des passionnés et des amoureux de la mer. Et à travers eux, on va voir leur témoignage par rapport à ce qu'ils ont pu vivre et ce qu'ils ont pu voir à travers les océans. À l'issue de cette demi-heure de discussion, vous pourrez intervenir et leur poser des questions, en sachant que parmi le public, nous avons les élèves de l'école de Guétari, qui je suis sûre auront beaucoup de questions intéressantes à poser à nos marins. Et à la suite de cela, nous verrons un film de 18 minutes, un film réalisé par la ville de Biarritz. Alors, la première chose que je voulais voir avec nos marins qui, à eux 3, ont fait plusieurs fois le tour des océans, c'est que souvent on a des témoignages de marins qui nous racontent la beauté des océans, la beauté des couchers de soleil, les mammifères marins qu'ils peuvent rencontrer. Or, ils voient aussi autre chose, des choses pas forcément agréables. Et je voulais voir avec eux ce qui les a d'abord frappés dans leur carrière et à quel genre de pollution ils ont été confrontés. Alors, le premier qui souhaite témoigner par rapport à cela, Didier peut-être? Oui, donc je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue. J'ai fait ma première transat en 1979, donc c'est il y a un certain temps. C'était une transat anglaise qui partait de Penzance et qui allait aux Antilles. Et à l'époque, les marins comme moi n'avaient pas des attitudes extrêmement respectueuses de l'océan, en particulier dans la gestion de nos déchets. C'était un moment où on considérait comme naturel de rejeter à la mer ce qui ne servait pas sur le bateau. C'était certainement le cas sur les navires de pêche et les navires de commerce.
Et par exemple, lorsque j'ai fait le Vendée Globe en 2000, j'avais à bord de mon bateau un ensemble d'installations pour récupérer la totalité de mes déchets. Je n'ai absolument rien jeté à la mer. Donc je considère que mon monde de plaisancier, mais certainement aussi le monde du commerce et le monde de la pêche, petit à petit, en une trentaine d'années, a évolué, s'est remis en question et a certainement apporté chacun à son niveau des réponses. Mais pour ce qui concerne la pratique que je connais, je pense que le monde a vraiment changé et qu'entre le marin que j'étais quand j'avais 21 ans et le marin que j'étais à la fin de ma carrière nautique, le comportement vis-à-vis de l'environnement et la gestion des navires était vraiment de meilleure qualité. Oui, Paul, vous m'avez dit que vous aviez été confronté parfois à des choses étranges que vous avez pu croiser sur les océans. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce que vous avez pu voir? Oui, bien sûr. Bah, déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Didier, c'est intéressant parce que moi, je fais peut-être partie de la génération un peu de transition. Avec peut-être les enfants qu'on a aujourd'hui dans la salle, eux qui sont à la limite presque les plus concernés et les plus convaincus, je pense, d'entre nous. Et je pense que Didier a vu aussi la mutation le changement de comportement. Donc nous, c'est vrai que ça nous paraît aberrant. Maintenant, ça paraîtrait aberrant à tout le monde de ne pas partir en récupérant ses déchets. Donc ça fait partie même du règlement qu'on a dans nos courses. Donc pour revenir au témoignage, on peut malheureusement rencontrer énormément de types de déchets lors de nos navigations. Pour replacer un petit peu le contexte, quand on fait un circuit, donc on a un circuit sur l'ensemble de la saison, on navigue à peu près 180 jours, dont une soixantaine 24 heures sur 24. Donc on a quand même un volume de navigation qui est très important, ce qui nous permet aussi du coup de rendre compte de beaucoup de situations. Contrairement aux pêcheurs et je dirais aux professionnels de la mer qui travaillent et donc qui sont quand même très pris en fait dans leur journée, nous on a beaucoup de temps d'observation puisque notre métier c'est d'utiliser le vent, la mer, et donc on observe la mer puisqu'on est le plus souvent arrivé à la barre, donc on a le temps d'observer énormément ce qui se passe et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de déchets. Alors il y a plusieurs types de déchets qu'on peut rencontrer. Le premier c'est des sacs en plastique et des bâches en plastique. Ça c'est quelque chose qui est récurrent. Amayour qui est à côté de moi pour en témoigner. Je pense que quasiment à chaque course qu'on fait, au moins chaque concurrent récupère au moins une fois un sac plastique ou un déchet en plastique, puisque en fait notre bateau donc qui avance sur la mer, sous le bateau, on a un gouvernail et une quille. Et en fait, c'est vraiment le gouvernail et la quille sont vraiment des pièges à déchets, quoi. Donc on récupère souvent des objets. Alors, on est obligé d'aller les enlever. Donc, on met le masque, on regarde s'il y a quelque chose. Alors, la plupart du temps, ce sont des algues. Donc là, on enlève les algues. Mais c'est vrai que quand on passe une demi-heure ou une heure, des fois, on est obligé de faire une marche arrière et qu'on se rend compte que c'est une bâche en plastique, ça fait mal au cœur. Quand c'est une algue, ça fait partie du jeu, mais quand c'est du plastique, ça fait mal au cœur. Donc c'est les premiers types de déchets qu'on rencontre. Et puis après, on a aussi du déchet d'hydrocarbures. Donc là, sur la dernière transat AG2R qu'on a fait avec Amayour, il y a un bateau qui a été mazouté. Donc, je sais pas, pour vous donner une image d'un bateau mazouté, hein, on connaît les oiseaux mazoutés. Un bateau mazouté, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, en fait, sa carène il était bleu à la base, et puis quand il est arrivé, tout le dessous de la coque était marron, donc tout collant. Et voilà, on a ce genre de déchets. On a aussi des morceaux de filets de pêche ou des morceaux d'amarres de gros bateaux. Et puis le dernier type de déchet qui est dangereux, c'est tout ce qu'on appelle des OVNI. En fait, c'est des objets flottants non identifiés. Et ça peut être des containers, des frigos, des machines à laver. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut traîner dans l'eau et qui, au-delà d'être dangereux et polluants, sont aussi des vrais dangers pour la navigation. Et ça a déjà causé plusieurs bateaux qui ont coulé, hein, donc des gens qui ont dû quitter le bateau dans le radeau de survie à cause de ces déchets. À Mayotte, vous aussi, vous avez constaté ce genre de pollution et vous avez même été victime à un moment donné avec des containers, par exemple, aussi à un moment donné. Hein.
Oui, bon, ça c'est sûr, hein, comme disait Paul, on navigue pas mal, bon, toi un peu plus que moi j'imagine. Et bon, je ne vais pas redire tout ce qu'il a dit, parce que voilà, je confirme de tout ce qu'il a dit. Après, pour donner des témoignages directs, c'est sûr, c'était en 2011, là, dans une transat, bon, on naviguait pas mal, on était au Cap Finistère, et c'est vrai qu'à un moment donné, ben, on a croisé sur notre route plein de madriers, des gros morceaux de bois. C'était dans une tempête, un cargo, comme ça arrive assez souvent, bon, ben, ils perdent un peu de leurs marchandises. Et puis après, c'est des choses qui se retrouvent sur l'eau. Et c'est vrai qu'une nuit, bon, je faisais ma petite sieste à l'intérieur du bateau. Et à un moment, j'ai entendu un bruit intense et bon, une vibration dans le bateau. Sur le moment, je croyais que j'avais renversé une petite barque avec des personnes dedans et tout, donc j'ai eu vraiment peur. Je suis sorti dehors et en fait, bon, ben voilà, c'était des madriers, donc j'avais un impact à l'étrave et sur le safran tribord. Donc ça, c'est sûr, c'est assez impressionnant. Ça peut être dangereux pour les gens qui naviguent. Et encore, ça, c'est une pollution qui n'est pas très néfaste, on va dire, pour la planète, parce que c'est du bois, c'est assez naturel. Voilà, après, c'est du plastique, des bouteilles. Bon, il y a pas mal de choses. Bon, après, il faut dire aussi, bon, l'océan est grand. Hein. On ne les voit pas tous les 2 centimètres, ces choses-là, heureusement. Hein. Donc, voilà, il y en a, mais sur le volume, voilà, on ne les voit pas chaque seconde. Euh, voilà. Après, c'est sûr que les mentalités changent. Les gens font de plus en plus attention, hein, comme disait Didier. Hein, au début, on ne faisait pas trop attention. Maintenant, on fait attention. Bon, je pense qu'il faut continuer sur cette ligne. Et voilà. Un dernier petit point. Là, on vous dit de tout ce qu'on voit sur l'eau. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et je pense que c'est plus toxique pour notre jolie planète. Vous disiez que de plus en plus de monde était sensibilisé hein, à cette pollution, mais vous aussi, vous êtes acteur vous-même quand vous partez, vous faites attention. Didier, vous êtes parti près de 130 jours en mer, seul, avec des quantités de provisions, et vous avez tout ramené. Vous n'avez rien jeté à la mer. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis parti donc faire le Vendée Globe en 2000. J'ai eu la chance de faire 135 jours de mer en solitaire et de vivre cette aventure. Et effectivement, j'ai tout ramené. La seule bêtise que j'ai faite, c'est qu'une lampe torche m'a échappé dans l'océan Indien. Voilà. À part ça, toutes les piles, tous les emballages plastiques, tous les emballages papier, le sopalin, tous les vêtements, tous les appareils du navire qui, à une époque, pour ceux qui connaissent un peu ces courses, à une époque, les marins n'hésitaient pas à jeter leur voile. C'est terminé, quoi. On a tous pris conscience de cette importance et qu'individuellement, il fallait être acteur avant d'aller faire la morale aux autres. Et que donc, d'une manière générale, le comportement évolue. Et dans mon bateau, j'avais à l'avant un espace dédié avec des containers, de manière à pouvoir non seulement récupérer, mais aussi trier pour éviter les problèmes. Et c'est assez important parce que quand vous partez longtemps faire un tour du monde, vous êtes un peu obligé de prendre des précautions. Je vais vous donner un simple exemple. Les vêtements, on les met souvent sous vide. Autrement dit, pour les mettre sous vide, on les met dans des emballages plastiques que l'on aspire. Et donc ces emballages, quand vous avez utilisé le vêtement, eh ben, il faut le plier, le ranger, le mettre dans le stock et tout ramener au port à la fin pour le mettre à la déchetterie. Donc c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, ce que disait Paul est important aussi dans les règlements de course. Les choses ont évolué, la prise de conscience est générale. Et donc le navigateur qui va sur l'eau, il est, je pense aussi, comme le pêcheur aujourd'hui, c'est-à-dire que les comportements ont changé, on ne jette plus les pots de peinture à la mer dans les ports, on ne jette plus les pinceaux, on fait attention, on récupère les piles. Tous ces comportements sont en train d'évoluer et c'est important. Ça l'est d'autant plus quand on fait des longues journées de mer où effectivement, au bout de 100 jours, on peut commencer à faire des volumes vraiment importants. Et si j'avais jeté tout ce que j'ai ramené dans mon bateau, je pense que ça faisait pas loin de 5 mètres cubes. Voilà. On sait que les 3 quarts de la pollution marine en fait, proviennent de la terre et de la pollution des fleuves, mais il y a aussi les hydrocarbures. Et puisque vous étiez en train de nous parler, Didier, vous avez été un témoin direct du Prestige, puisqu'à ce moment-là, vous étiez en mer. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode catastrophique ? Donc j'avais pris le départ de la route du Rhum 2002.
La route du Rhum est partie un peu avant que le mauvais temps n'arrive sur les côtes atlantiques et en particulier sur le Cap Finistère. Ce qui veut dire que la majorité des monocoques, moi je courais en monocoque, nous étions presque aux Açores. Et donc nous avions traversé le plus gros du mauvais temps et c'était franchement extrêmement violent. Pour ma part, ça m'avait rappelé vraiment les grosses dépressions du Sud, des mers du Sud. Et dans le même temps, les multicoques, eux, avaient choisi une route plus à terre vers le Cap Finistère et le Portugal. Et les 3/4 de la flotte avaient été décimés par le mauvais temps. Donc le Prestige s'est retrouvé à naviguer dans cet espace-là, à divaguer dans cet espace-là, puisqu'on lui a refusé l'accès au port. Enfin, on pourrait en parler longtemps. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est retrouvé dans des conditions maritimes extrêmement dures. Et à ce moment-là, je ne pense pas qu'il y ait grand monde en mer à part lui. Donc c'est assez normal, entre guillemets, que si la situation du navire était vraiment périlleuse, qu'à un moment donné, ça se termine mal. Il était quand même à une bonne centaine de milles du Cap Finistère et les conditions devaient être d'une rare violence et la force de la houle et la hauteur des vagues certainement extrêmement puissante. Donc c'est un témoignage par rapport à ça. Après ça, au niveau professionnel, je travaillais à l'époque pour le port de Saint-Jean-de-Luz. Donc après la route du Rhum, je suis revenu au port et on a travaillé avec les pêcheurs à l'organisation du ramassage des algues avec des épuisettes. Et c'était assez impressionnant de voir ce que ramenaient les bateaux quasiment un mois et demi après l'avarie du Prestige, tout ce qui arrivait sur la côte au fond du golfe de Gascogne. Et des bateaux sortaient sans problème jusqu'à 60 tonnes de gasoil, de boulettes dans la journée, quoi. Donc ça faisait vraiment des volumes extrêmement importants et extrêmement choquants, alors que c'est peut-être potentiellement quelque chose qu'on aurait dû éviter, quoi. On peut voir aussi que effectivement, il peut y avoir des accidents, mais il y a aussi des bateaux sans forcément qu'ils coulent ou qu'ils larguent leurs hydrocarbures, des bateaux qui polluent aussi. Hein. Vous me disiez par rapport aux produits chimiques ou par rapport à ce qui pouvait, la manière dont ils étaient fabriqués. Il y a des efforts qui sont faits là-dessus aussi par rapport à ces bateaux, vous me disiez, à Mayour. Oui, mais là c'est sûr, voilà, comme disait Didier, les comportements changent, et que ce soit pour les pêcheurs, que ce soit pour les plaisanciers, ceux qui font du bateau à voile ou du bateau de pêche de plaisance. Donc c'est sûr qu'on utilise beaucoup de produits chimiques, comme l'anti-fouling, c'est comme une peinture qu'on met sous la coque pour que les algues ne poussent pas. Donc tous ces produits ne sont pas super pour nos mers. Et donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui se font, qui changent, les comportements qui changent, les installations portuaires qui changent. Voilà, tous les chantiers où on refait les carénages, les peintures, tout ça, tout ne repart pas à l'eau. Il y a des endroits pour récupérer tout, pour les traiter. Même dans les ports et dans les chantiers, on se retrouve avec des poubelles un peu avec du recyclage, où on va mettre les piles d'un côté, l'huile de l'autre. Voilà, donc il y a vraiment le comportement qui change. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours certaines personnes qui font moins attention et qui peuvent très bien jeter de l'huile de vidange dans la mer ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'on est dans la bonne pente et qu'il faut continuer à faire les efforts, qu'il faut continuer à communiquer, surtout aux enfants, pour que demain qu'on ait une planète respectée. Vous avez fait le tour du monde tous les trois, plusieurs fois même. Est-ce qu'il y a des zones plus touchées par la pollution Alors, en fait, moi, j'ai pas eu la chance encore de faire le tour du monde comme Didier. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir navigué vraiment dans des zones différentes et notamment dans l'hémisphère sud. Et ce qui est frappant, je pense, la première chose, on en parlait, c'est la corrélation entre population et pollution. Quand on va naviguer dans des zones désertes et pas habitées, on se rend compte qu'il n'y a pas de pollution visuelle. Hein, je parle de déchets surtout. Donc ça c'est assez triste, parce que quand on navigue, on fait une transat ou même on traverse le golfe de Gascogne, c'est quand on va se rapprocher des côtes ou qu'on va se rapprocher des grandes agglomérations qu'on va retrouver les fameux sacs plastiques qui flottent, etc. Donc ça c'est assez triste de voir ce constat-là. Et ça on en est bien témoin, parce qu'il faut savoir qu'aussi que nos bateaux, contrairement peut-être au bateau du Vendée Globe, mais avec un Mayour on fait un bateau, en fait c'est un Figaro Beneteau qui fait 10 mètres.
Et à l'échelle du monde, on avance à la vitesse d'une tortue. Donc on se déplace quand même assez doucement. On traverse l'Atlantique en une vingtaine de jours à peu près. Donc c'est quand même, quand l'avion met 6 ou 8 heures, donc on a le temps de voir les choses, on a aussi le temps de penser à ces choses-là et de réfléchir à tout ça. Et de passer 20 jours tout seul, de quitter un monde qui est pas forcément tout propre, puis traverser où ça se passe plutôt bien généralement. Et puis quand on se rapproche des côtes de l'autre côté, on retombe un peu dans ces travers-là. Donc on est vraiment témoin de ça. Vous avez vu des différences dans les ports aussi? Ouais, je pense que ça, après, c'est difficile de juger, mais on voit bien qu'en fonction des zones du globe, l'éducation n'est pas la même. La prise de conscience n'avance pas forcément à la même vitesse dans tous les pays. Ce qui est positif, c'est qu'on va dans le bon sens. Je pense que tout le monde est en train de faire l'effort. Maintenant, on voit qu'il y a encore des différences. Il y a aussi des problématiques qui sont liées. En Atlantique, on constate aussi que c'est un petit peu moins pollué qu'en Méditerranée en termes de visuel, mais parce que les caractéristiques de la mer ne sont pas les mêmes. Ici, il y a des courants, il y a des marées, donc on a l'impression que c'est propre, mais parce que le vent, les marées et les courants emmènent les déchets loin de la terre. Mais alors qu'en Méditerranée, c'est vrai qu'on est plus témoin de mer polluée avec des déchets visibles. Mais bon, il faut savoir que je pense que les gens ont entendu parler. Ce qu'on appelle les gyres, donc il y en a eu dans l'Atlantique Nord et aussi dans le Pacifique Nord, qui sont ces continents de plastique. Donc c'est un peu les déchets des pays qui sont un peu éloignés des côtes, mais ils sont quand même présents, quoi. Vous avez la même analyse, Didier, vous qui avez pu voir ce qui se passait un peu partout dans tous les océans? Alors, je n'ai fait qu'un seul tour du monde, hein, donc ça dure 100, 120, 130 jours, ça ne peut pas être une généralité. Mais c'est vrai que quand on navigue dans les mers du Sud, ce que dit Paul est parfaitement vrai, on s'éloigne de la civilisation, on s'éloigne des routes maritimes, on s'éloigne des grandes cités et on passe très très au large. Et bien entendu, l'impact n'est plus visible. Alors, il y a peut-être des choses dessous, mais en tout cas sur l'océan, réellement, on voit très peu de choses. On voit plutôt des animaux marins et des choses plutôt naturelles. Et effectivement, quand on passe le Cap Horn au retour du Vendée Globe et qu'on commence à remonter le long de la côte sud-américaine, qu'on tire des bords pas très loin du Rio de la Plata ou pas très loin du Brésil, effectivement, on recommence à trouver la civilisation, l'impact du comportement humain. Avec des choses effectivement qui peuvent être dangereuses quand c'est un container qui se balade entre deux eaux, ou des choses plus liées à la cité comme des sacs poubelles ou des résidus de ce type. Sans doute aussi que des gens qui utilisent l'océan différemment, c'est-à-dire je pense en particulier aux plongeurs, sans doute que c'est des gens qui pourraient avoir une analyse intéressante de ce qui se passe, puisque une partie de ces déchets à un moment donné ne font pas que flotter et certains coulent. Et ça doit certainement là aussi donner une assez bonne vision de l'état général de la situation. Mais effectivement, je confirme, plus on s'approche des côtes, et je pense que c'est connu que la majorité de la pollution maritime est plutôt dans la frange côtière, hein, quand on s'approche de la vie humaine, quoi. Justement, quelles sont les conséquences que vous avez pu constater de ces pollutions, qu'elles soient dues aux hydrocarbures ou aux déchets domestiques ou autres? J'ai assisté à 2 marées noires dans ma vie professionnelle. Je travaillais en Bretagne quand il y a eu la Moco Cadiz. J'étais étudiant là-bas. Et j'ai assisté donc au Prestige. La différence, c'est que la Moco Cadiz, j'habitais sur la frange côtière et donc les oiseaux, vraiment le littoral extrêmement envahi. C'était extrêmement frappant, extrêmement impressionnant. Le Prestige au fond du golfe de Gascogne, c'était déjà différent, c'était des boulettes dans des courants, ça n'avait pas le même impact que ce qu'ont vécu les Galiciens avec l'arrivée extrêmement violente de la marée noire. Mais dans les deux cas, ça laisse des traces, ça nous ramène à... Moi, je suis assez partant pour la partie individuelle de la réflexion, c'est-à-dire que je me méfie toujours, c'est peut-être pas très gentil, mais de considérer que c'est le collectif qui va tout traiter, quoi. Je crois que ça commence d'abord et avant tout par l'individu, et quand on vit ce genre de choses, je crois que ça doit nous permettre de se regarder, de voir dans nos comportements individuels, dans nos comportements quotidiens, ce que l'on doit faire impérativement pour participer à l'effort collectif. Et pour le passionné d'océan que je suis, quand je voyais les pêcheurs ramener les boulettes à Saint-Jean-de-Luz, quand on voyait les gens qui s'occupaient des oiseaux en train de se bagarrer,
même si on peut avoir le cynisme de penser que la nature va reprendre ses droits. C'est pas normal et c'est notre faute, quoi. Donc c'est vraiment à nous à faire l'effort. À Mayour, vous aussi, vous avez été témoin indirect du Prestige. Il y a eu des conséquences aussi sur votre bateau à l'époque, hein? Oui, bon, c'est une petite anecdote, c'est sûr. Je naviguais dans le golfe de Gascogne et voilà, bon, il y a eu quelques petites boulettes qui sont venues avec des vagues sur le pont du bateau et sur la voile. Donc voilà, ça c'est des témoignages directs. Bon, c'est pas aussi visuel que tout ce qu'on a vu ici sur les plages, que ce soit en Galice surtout, mais ici sur la côte basque aussi, et c'est monté aussi pas mal en Bretagne avec quelques jours d'écart. Mais c'est sûr, après, voilà, hein, c'est pas beau à voir. Après, il faut tout laver, c'est pas évident aussi. Dans toute la côte, ça a été pareil, quoi. Bon, après, pour revenir, voilà, que ça doit venir de l'individu, ça, je suis à 100% d'accord. Hein. C'est d'abord, il faut commencer par le comportement de chacun. Après, la question qu'on peut se poser, c'est, en voyant ça un peu plus loin, je pense que c'est le compromis entre le confort qu'on connaît, hein, la façon de vivre qu'on a collectivement aujourd'hui et la pollution. Et donc, est-ce qu'on est prêt à enlever un peu de confort pour protéger plus la planète ou pas ou, voilà, je pense qu'il y a un autre débat là qui mérite réflexion, quoi. On parle beaucoup de sensibilisation, le fait que les gens soient de plus en plus sensibilisés, ça commence avant tout par les plus jeunes. Vous, Paul, vous êtes ambassadeur de Surfrider, donc vous avez un rôle particulier à tenir. Et racontez-nous un petit peu ce que vous faites, notamment avec les enfants, pour les sensibiliser à ces problèmes de pollution. Ouais, d'abord, je pense que c'est complètement dans la lignée de ce que disaient Didier et Amayour. C'est l'individu qui est responsable de ses actes. Et donc, du coup, en partant de ce constat, qui vont être les individus de demain, c'est surtout les enfants. Et je pense que il faut profiter c'est vrai, de l'intérêt qu'ils peuvent porter à des projets de course au large comme on a, parce que ils viennent nous voir sur les départs des transats, sur le Vendée Globe. Il y a eu, je crois les chiffres, c'est 2 millions de personnes qui sont venues voir le départ sur les Sables d'Olonne, beaucoup d'enfants. Donc c'est aux skippers d'être des exemples, d'être exemplaires, de faire passer le message. Donc déjà par notre action, il faut faire passer les bons messages. Puis aussi, moi j'ai fait la démarche, mais on est plusieurs en fait. Ils ne sont pas là, mais Nicolas Lunven et Sam Davis qui sont aussi ambassadeurs. On va dans les écoles et on essaye aussi à travers des actions pédagogiques, grâce à en fait Surfrider qui dispose d'outils quand même très intéressants, d'essayer de faire passer le message pour qu'il y ait une prise de conscience. Les enfants sont vraiment très intéressés et je pense très concernés par ces sujets-là. Donc ça marche très bien, ça fonctionne bien et je crois que notre sport permet de montrer ces valeurs-là. Parce que c'est vrai que Didier l'a dit, mais il pourrait peut-être nous expliquer. Mais moi à l'échelle d'une transat comme à Mayour, il faut savoir qu'on traverse l'Atlantique avec 60 litres d'eau par personne. On arrive à vivre 23 jours. On traverse l'Atlantique avec, pour fabriquer notre énergie, on pourrait même le faire sans rien du tout, mais on consomme peut-être 30 litres de gasoil. 30 litres de gasoil pour deux sur une Transat AG2R pour 23 jours. Donc c'est pour montrer qu'on peut aussi faire plein de choses avec pas grand-chose. Et donc je pense que peut-être Didier pourrait rebondir un peu là-dessus parce qu'il doit avoir des chiffres très intéressants. Oui, c'est vrai que là aussi, ça fait partie de l'évolution de notre sport. C'est-à-dire que les bateaux à voile sont des bateaux de course la plupart du temps, les bateaux sur lesquels nous naviguons, que ce soit des bateaux de série ou des prototypes. Et autour de ces bateaux, il y a toujours l'envie de progresser dans les différents secteurs du jeu, et en particulier dans tout ce qui est consommation d'énergie. Aujourd'hui, vous avez sur le Vendée Globe actuel un bateau qui est complètement autonome, qui est un bateau espagnol, avec... je n'ai pas le nom du partenaire, mais bon, si vous voulez, le bateau fonctionne uniquement avec de l'hydrogénérateur, des panneaux solaires et de l'éolien. Bien entendu, pour des raisons réglementaires, il a un peu de gasoil à bord pour pouvoir rentrer et sortir du port, mais il est totalement autonome. Donc il y a pas mal de remises en question. Il y a aussi de la remise en question sur la construction. Le sport que nous pratiquons utilise du composite. C'est pas la meilleure
manière de faire des choses parfois très écologiques. Le composite, le carbone, la résine époxy, tout ça sont des produits assez chimiques. Donc il y a beaucoup d'efforts actuellement. Il y a un trimaran qui a été construit avec des résines plus soft, des résines à base de... j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. De produits agroalimentaires, ça va me revenir, mais j'y arrive pas. Ouais, voilà, de la fécule de pommes de terre, j'y arrivais pas. Donc il y a du travail qui peut être potentiellement fait aussi sur la construction navale, de manière à amener notre sport encore plus vers un équilibre par rapport à son environnement. C'est sûr que les bateaux qu'il y a dans les ports, construits en fibre et en résine, c'est pas toujours formidable, surtout quand il faut les déconstruire. Donc ça, c'est un débat que l'on doit nous aussi porter de manière à faire évoluer la pratique. On a énormément évolué sur tout ce qui touche aux vêtements, on a énormément évolué sur tout ce qui touche à l'énergie. Il va falloir évoluer aussi sur tout ce qui touche à la construction. Mais pour en revenir à la discussion, on sent qu'autour de cette pratique, il y a un environnement favorable pour amener de l'intelligence, pour amener du projet qui va nous tirer un peu plus vers le haut. On le voit bien, donc tout n'est pas perdu. On sensibilise de plus en plus les jeunes et il peut y avoir des améliorations donc, dans l'avenir pour essayer de limiter cette pollution. Vous-même, à Mayour, vous avez une école de voile. Est-ce que vous en parlez aussi aux personnes que vous initiez à ce sport? Oui, bien sûr, ça c'est tout à fait naturel. Comme disait Paul aussi, on a pas mal d'enfants et même avec Surf Rider, en collaboration, on fait quelques travaux. Hein. On leur prend un peu de matériel pédagogique pour faire des choses. Donc on fait la voile et à côté aussi on fait la sensibilisation de la planète et de nos plages. D'ailleurs, ils ont tout ce matériel pédagogique en langue basque aussi. Donc voilà, on l'utilise aussi pour les Ikastola. Donc ça c'est évident. Après, ce qu'on fait aussi avec notre école de voile, on a beaucoup travaillé avec justement des associations scientifiques qui font un peu de l'observation des mammifères marins, pour observer leur lieu de vie et tout ça. Et ici, sur la côte, j'ai fait une trentaine de sorties avec eux. Et on a vu beaucoup de dauphins, beaucoup de baleines, on a vu des spectacles assez incroyables où il y avait les thons qui mangeaient des sardines, les dauphins qui venaient, les oiseaux qui plongeaient, donc c'était un spectacle assez incroyable. Donc bon, voilà, on parle de pollution, mais il y a la nature aussi qui est là et qui est présente. Et donc ça fait plaisir. Et avec ces scientifiques aussi, eux ils observent tout, donc ils notent tout. Et dans ce qu'ils notent, voilà, c'est aussi beaucoup de poches plastiques, des bouteilles, et voilà, il y a pas mal de filets, bon, il y a pas mal de choses qu'on voit sur nos côtes. Et voilà, et donc toute cette expérience, on l'utilise pour en témoigner aux enfants et aux écoles. Et comme disait Paul, ils sont très intéressés, et je pense que voilà, c'est eux aussi qui nous donnent des leçons aussi de temps en temps. Si jamais on met une bouteille plastique à une poubelle au lieu de le mettre dans le truc de tri. Donc je pense qu'ils sont acteurs même à leur âge et qui font des réflexions aux adultes. Justement, dans le public, on a beaucoup d'enfants. On va tout à l'heure leur voir avec eux s'ils ont des questions à vous poser. Et je crois savoir qu'ils ont aussi des choses à vous remettre, à vous en tant que marin. Là, je vais demander à monsieur Michel Venac de venir parce que lui aussi a quelque chose à vous remettre de la mairie de Biarritz. Il va pouvoir aussi nous dire quelques mots sur la pollution vue des mers. Je crois que vous avez quelque chose entre les mains qui va intéresser nos marins. Je vous laisse la place. Oui, bonjour à tous. En fait, je vais remettre à ces trois skippers des dessins de jeunes biarros qui ont entre 9 et 11 ans, qui sont au centre de loisirs sans hébergement, au CLSH de Mourisco, et auxquels leurs éducateurs et leur encadrement ont demandé de dessiner la pollution. Ils n'ont pas vécu le Prestige, puisque voilà, ils n'étaient pas nés ou tout juste. Hein.
mais ils ont compris beaucoup de choses. Et leurs dessins sont très révélateurs justement de la conscience que ces jeunes enfants ont de ce problème de la pollution et des océans ravagés par l'inconscience des hommes. Je vais demander aux enfants qui sont là, peut-être, est-ce qu'il y en a des auteurs de dessins? Ils viennent avec moi? Allez, vous allez remettre vos dessins vous-même d'ailleurs. Allez, soyez pas timides. Allez. Voilà. Ah ben voilà, il y a d'autres dessins. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors moi je remets le dessin de Théo, Didier. Voilà, ça c'est le dessin de Théo. Je sais pas, il n'y a pas de nom, mais voilà. Hein. Le dessin de Marina. Le dessin de Noah aussi, je le tiens, voilà. Le dessin de Maïté. Le dessin de Enzo. Il n'y a pas de nom. Voilà. Et puis, s'il y avait eu un classement, celui-là aussi n'a pas de nom, mais je le trouve Manon, pardon, si, et qui est très, très angoissant et très représentatif, je trouve, de ce qu'on a pu ressentir dans ces journées de février 2003. Voilà. Et alors, les vôtres dessins? Voilà. Alors, comment tu t'appelles, toi? Jade. Alors, Jade. Voilà. Tu remets ton dessin à Didier Mondoutegui. Il a fait le tour du monde en bateau, tu sais. Hein, il y a plein de dessins. Ben, tu en as fait plein. Voilà, tu les remets tous. Voilà. Il n'y a pas que les tiens. Il y a ceux de tes camarades. Toi, tu t'appelles comment? Maïtena. Maïtena, tu remets les dessins aussi de tes copains. Et toi, tu t'appelles? Théophile. Théophile. Parfait. Voilà. Voilà, donc tous les dessins du CLSH et des enfants du CLSH. D'accord, ok. On va peut-être passer aux questions. Je vais demander parmi vous, parmi les enfants, les grands, les petits, si vous avez des questions à poser à nos marins qui sont là. Ouais. Apparemment, il y a des enfants déjà qui veulent... À Mayour, Paul et Didier, il y a une petite question pour vous. On t'écoute. Mélinda. Alors, à qui tu veux poser la question, Mélinda? Je sais plus comment ça s'appelle. Didier. Est-ce que c'est vrai qu'il a fait le tour du monde? Oui, c'est vrai. J'ai fait le tour du monde à la voile, sur un bateau à voile. Oui. D'accord. Question brève, réponse brève. On a une autre question un petit peu plus là-haut. Un peu plus haut? Voilà. On va monter après, vas-y. Je m'appelle Lucas. Didier. Comment s'appelle votre bateau? Ah, à l'époque, il s'appelait DDP et il était aussi aidé par tout un tas d'entreprises du Pays Basque, puisque j'étais basé ici. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires, mais au-delà de son nom, c'était surtout un beau bateau pour faire le tour du monde et un beau bateau pour vivre un joli rêve. Une autre question? Très curieux, les petits élèves de Sabin. Mathis. À qui tu veux poser la question, Mathis? Didier, Paul, Amayour? En fait, c'est un peu des trois. D'accord, on t'écoute alors. Est-ce que l'un de vous trois est allé sur le Prestige? On n'a pas bien compris. Est-ce que l'un de vous trois est allé sur le Prestige? Non, je pense pas. Ok. Paul, est-ce que il y a d'autres comment ça s'appelle?
pétroliers qui ont fait plus de dégâts que le Prestige? Alors je pense qu'il y a eu... C'est difficile de quantifier une pollution parce qu'elles sont toujours différentes, mais il y a eu beaucoup de pétroliers. Il y a eu... moi je suis breton, hein, j'habite à Brest, donc un qui est très, très connu, c'est un des premiers, en fait c'est l'Erika, c'est en 78, c'est ça. Et donc moi j'étais pas né en 78. Et oui, la Mococadis, désolé. C'est en 78, et quand je vais à Port-Salle, qui est juste à côté de Brest, quand on retourne les cailloux, il y a toujours des traces de mazout de ce naufrage. Il y a toujours en fait l'encre du bateau qui est sur la digue, donc c'est quelque chose qui est très impressionnant. Après, il y a eu l'Erika, donc ça c'était après, qui était au large de Pinmar, qui était aussi en Bretagne, et le Prestige en fait, qui était donc plutôt sur la pointe espagnole. Mais il y a eu d'autres, il y a eu Exxon Valdez, Torrey Canyon, et enfin il y a eu beaucoup, malheureusement il y en a eu beaucoup, et puis ça c'est des marées noires qui ont touché la côte française, mais il faut savoir que dans le monde il se passe aussi la même chose, et qu'en fait les médias ne parlent pas forcément des marées noires qu'on a ailleurs dans le monde. Vous avez sans doute entendu parler de la plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Donc ça, c'était pendant notre transat il y a 4 ans, c'est ça? Non, 3 ans. En 2010. Enfin bon, c'était il y a 2 ans et demi. Et en fait, on a découvert, c'était un moment qui était dur parce qu'en fait, quand on est en mer, on reçoit quelques infos à la radio et ça faisait partie des informations et c'était terrible de voir ça. Quand on est seul en mer et qu'on est tout seul au milieu et qu'on entend que la seule nouvelle, c'est qu'il y a une marée noire dans le golfe du Mexique, c'est terrible. On va prendre une dernière question avant de passer le film. Alors je m'adresse aux 3. Avez-vous vécu un naufrage? Naufrage, c'est un grand mot, non, c'est jamais eu le bateau qui a coulé et perdu le bateau, mais ça m'est arrivé de m'échouer 2 ou 3 fois sur la côte. Donc sur les 2 ou 3 fois, 2 fois j'ai pu sortir de là. Une fois par mes propres moyens. Une fois c'est la SNSM, hein, le bateau de la sécurité en mer, qui était venu me sortir de là et j'avais continué. Et puis une fois, j'ai dû laisser le bateau dans le rivage. Et là aussi, donc c'était toute une histoire derrière. Et donc ça fait mal au cœur déjà parce qu'on perd son bateau et puis de l'autre parce que ça pollue aussi justement tous les déchets plastiques, composites et tout ça qu'on a laissé sur place. Donc ça fait mal au cœur, mais voilà, c'est des expériences qui peuvent arriver aussi. J'ai une question aux experts. La marine marchande aujourd'hui s'aventure dans les nouveaux designs. Et entre autres, on voit apparaître de la propulsion par vent, on voit réapparaître les voiles. Et j'aimerais avoir votre avis d'expert, de skipper, de ces nouveaux designs qui apparaissent avec des kite sails ou des voiles sur les navires marchands. Je vais essayer d'y en parler, mais pourtant on en croise énormément, hein, des cargos. On en croise, j'en ai jamais vu. J'en ai vu que dans des articles. Donc c'est que à l'heure actuelle, ça ne doit pas être très utilisé, je pense. Parce que c'est vrai que moi j'en ai jamais vu visuellement utilisé pour l'instant. Je sais que ça existe et que le projet a l'air intéressant, mais je n'ai pas trop d'infos. Oui, c'est effectif. Professionnellement, je travaille pour le port de commerce de Bayonne, donc on suit beaucoup toutes ces opérations-là. C'est-à-dire que ça veut dire aussi, à partir du moment où on travaille avec le vent, que l'on change le comportement par rapport aux routes maritimes. Parce qu'en fin de compte, pourquoi on a laissé tomber le vent? C'est parce que les cargos peuvent remonter le vent. Anciennement, les marins qui tournaient autour du monde pour livrer des denrées suivaient les vents dominants. Ils essayaient le plus possible de naviguer au portant. Donc on venait des États-Unis par le nord, on allait vers les États-Unis un peu plus tôt par le sud et les Alizés. Quand on revenait du Pacifique, on prenait plutôt des routes au portant. Donc effectivement, on sent bien que si on veut utiliser le vent comme moyen de propulsion pour les cargos, ça veut dire qu'il faut imaginer une route maritime un peu différente. Peut-être aussi moins, j'ouvre les guillemets, rentable en termes de durée.
Donc là, il y a un échelon, il y a un équilibre à trouver, mais on sent qu'il y a des gens qui réfléchissent. Et effectivement, si la technique vélique se développe sur les navires, vous avez parlé du sky surf, il y a, vous vous rappelez peut-être du bateau de Cousteau avec ce système de vent dans un tube. Là, ça a une définition que je ne me rappelle plus, mais bon, c'est des techniques tout à fait potentiellement installables sur des navires de commerce. Mais pour autant, il faut peut-être avoir moins de pression sur ce fameux date de livraison, toute cette pression sur je pars à telle heure, j'arrive à telle heure, quoi. Donc là, dans la marine à voile, les horaires d'arrivée, c'était assez souple, quoi. Donc voilà. Mais pour ma part, j'espère vraiment que ces techniques vont venir, en tout cas que sur des parcours qui permettent d'utiliser le vent, on trouve sur les navires de commerce des moyens véliques. Ouais. Je suppose qu'il y aura encore beaucoup de questions intéressantes à poser, mais on a un problème, bien sûr, de timing à respecter. Là, je vous propose de voir un film d'à peu près une quinzaine de minutes de la ville de Biarritz et de se retrouver après.